Un ancien soldat, brisé par la vie, vit reclus dans une cabane perdue, loin de tout. Il n'attend plus rien du monde. Jusqu'au soir où 3 coups timides frappent à sa porte, en pleine tempête de neige. Dehors, une femme à bout de force, 4 enfants glacés, et un secret qu'elle cache au creux de ses bras. Ce qu'il découvre en les laissant entrer changera à jamais son silence, son cœur, et peut-être leur destin à tous. Mais chaque sauvetage a un prix. Et parfois, le vrai combat commence après la guerre. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le vent sifflait entre les arbres noirs, comme s'il cherchait à réveiller ce que l'hiver avait figé. La neige tombait drue, en silence, étouffant chaque son, chaque mouvement. Là, tout en haut d'un sentier oublié, une petite maison en bois résistait aux assauts du froid, solitaire et usée par le temps. À l'intérieur, l'homme n'avait pas encore dormi. Cela faisait des heures qu'il fixait les ombres mouvantes projetées par la cheminée. Ses mains, larges et marquées, tenaient une tasse vide depuis longtemps refroidie. Ses yeux, ternes, semblaient chercher quelque chose qu'il savait ne plus exister. Marc était un ancien caporal. Depuis 3 hivers, il s'était retiré ici, loin du monde, loin des voix, loin des regards qui posaient trop de questions. Depuis qu'il avait perdu sa femme et leur petite fille, la seule compagnie qu'il tolérait était celle de son chien, Nox, un berger noir, à la silhouette imposante, mais au regard loyal. Le chien, allongé non loin du feu, leva soudain la tête. Une oreille dressée, l'autre encore tombante. Ses yeux se fixèrent vers la porte, puis il se redressa lentement. Marc sentit l'air changer. Une vibration presque imperceptible, une dissonance dans la nuit. Puis, il l'entendit, un bruit, léger, fragile, 3 coups. Le genre de bruit qu'on doute d'avoir entendu, sauf quand on vit seul. Marc posa la tasse. Son cœur, longtemps engourdi, se mit à battre plus fort. Pas de peur, mais de certitude. Il se leva sans un mot. Nox s'approcha, sans grognement, sans excitation, seulement une alerte silencieuse. Il ouvrit lentement la porte, et la nuit sembla s'arrêter de respirer. Une silhouette chancela dans l'ouverture. Une femme couverte de neige fondue s'effondra presque contre lui. Son visage était blême, ses lèvres bleuies, et ses yeux, perdus. Dans ses bras, un petit corps, emmitouflé dans une couverture détrempée. L'enfant ne bougeait pas. Derrière elle, 3 autres enfants, les vêtements trop fins pour cette nuit glaciale. Une fillette d'environ 9 ans serrait les poings, ses joues rouges de froid. 2 garçons identiques, plus jeunes, tremblaient en silence, leurs doigts agrippés au pan de son manteau. Marc réagit sans réfléchir. Ses bras rattrapèrent la femme avant qu'elle ne touche le sol. Il la soutint d'une main, de l'autre. Il écarta la couverture autour du nourrisson pour en chercher un signe de vie. Sa peau était glacée, mais il y avait un souffle, faible, presque imperceptible. Il les fit entrer d'un mot sec. Le chien ne bougea pas. Il observait, en silence, comme son maître. La porte claqua. Le vent repoussait dehors, mais la morsure du froid restait sur leur peau. Marc raviva le feu sans un mot. Des flammes jaillirent, dessinant leurs ombres sur les murs. Il plaça les enfants près du foyer, déroula une vieille couverture sur le sol. La mère s'assit, incapable de parler. La fillette guida les jumeaux, les pressa contre elle comme une habitude apprise bien trop tôt. Le bébé, lui, resta dans les bras de Marc. Il le dévêtit partiellement, frictionna doucement ses bras et ses jambes, murmura des mots qu'il ne comprenait même pas lui-même. Nox s'approcha enfin, tourna une fois autour de l'enfant, puis se coucha contre lui, offrant sa chaleur. De minuscules doigts s'agrippèrent instinctivement à son pelage.
Marc leva les yeux vers la mère. Elle le regardait, et dans ce regard vidé par la peur, il vit un écho de lui-même. La chaleur du feu commençait à s'imposer doucement, comme une présence discrète. Les visages reprenaient couleur, les mains se détendaient. Le souffle des enfants, d'abord saccadé, devenait régulier. Dans la pénombre vacillante, on distinguait leurs yeux mi-clos, épuisés, mais vivants. Marc s'était assis en retrait, toujours en alerte. Il observait sans interroger. Ses gestes étaient simples, efficaces. Il avait posé une grande serviette autour des épaules de la mère, puis rempli 2 tasses d'eau chaude. Aucune parole superflue, juste ce qu'il fallait. La femme tenait le bébé contre elle. Elle ne pleurait pas. Elle ne suppliait pas. Sa bouche tremblait, mais elle tenait bon. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, rauque, presque étranglée par le silence de trop de nuits, sans réponse. « Je m'appelle Élise. » Marc ne répondit pas, mais ses yeux se posèrent sur elle, présents, disponibles, pas envahissants. On était sur la route, plus d'essence, plus de chauffage, plus rien. J'ai tenu le plus longtemps possible, mais je savais que la petite ne tiendrait pas une nuit de plus. Elle baissa les yeux. Elle avait honte, mais pas d'elle-même. Honte de ce monde qui laisse des enfants gelés sans remords. Knox, allongé près du foyer, redressa la tête. Il s'approcha sans bruit, posa lentement sa truffe contre la main de la fillette. Elle sursauta d'abord, puis, sans hésiter, elle lui caressa le front. Sa main était minuscule dans sa fourrure. Marc regarda la scène. Il vit, pour la première fois, quelque chose bouger dans sa poitrine. Une douleur ancienne, mais différente, plus douce, presque supportable. Élise releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Pas un mot de plus. Mais la méfiance avait reculé. Juste assez pour qu'un fil invisible commence à se tendre entre eux. Le jour s'était levé sans éclat. Une lumière pâle filtrait à travers les vitres givrées. Le silence régnait encore dans la pièce, interrompu seulement par le crépitement régulier du bois dans le poêle. Marc replia une couverture lorsqu'un objet tomba doucement au sol. Il se pencha. C'était un petit carnet, mouillé sur les bords. Une étiquette collée sur la couverture. Quelques mots manuscrits, à peine lisibles. Il le ramassa, le regarda sans mots. Élise, assise près du feu, se figea. Son regard glissa lentement vers le carnet, dans ses mains. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Marc ne répondit pas. Il attendit, sans insistance, sans jugement. Elle serra les bras autour du bébé, plus fort. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Ses yeux fixaient un point invisible. Puis, à voix basse, elle se mit à parler. « Je ne suis pas sa mère, pas vraiment. » Marc ne bougea pas. Elle était là, dans un carton, près des poubelles du campement où on vivait. Il faisait froid, il pleuvait. Personne ne voulait s'en mêler. Moi non plus, au début. Mais elle pleurait, si petite, si seule. Sa gorge se serra, mais elle continua. Je l'ai prise dans mes bras, juste pour qu'elle se taise. Et elle s'est accrochée à mon doigt. Elle ne m'a plus lâché. Elle baissa les yeux vers la petite endormie. Depuis ce jour, elle est à moi. Peu importe ce que dit le sang. Marc ne dit toujours rien. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Il connaissait le courage sur les champs de bataille. Mais celui-ci était d'une force qu'il n'avait jamais affrontée. Les jours s'étaient mis à suivre un rythme discret, presque apaisant. Chaque matin, Marc fendait du bois pendant que les enfants, emmitouflés dans de vieux pulls trop larges, aidaient à balayer ou à nourrir les poules. Élise préparait du pain rassis, trempé dans du lait, et les rires timides des jumeaux commençaient à remplir la maison. Tout semblait simple, mais rien ne l'était vraiment. Marc s'étonnait lui-même de ne plus compter les jours. Il réparait une marche du perron, consolidait un volet,
comme si cette maison n'était plus seulement un refuge temporaire. Il s'attachait, lentement, dangereusement. La nuit, quand le silence redevenait lourd, il restait souvent éveillé, à écouter la respiration des enfants. Une question revenait, lancinante. Que se passerait-il si tout cela s'arrêtait? Élise, elle, sentait chaque geste de Marc comme un poids de plus sur ses épaules. Elle le remerciait d'un regard, mais elle n'osait pas trop parler. La gratitude lui brûlait la gorge, aussi fort que la honte. Un soir, après avoir bordé les enfants, elle s'assit en face de lui. Sa main tremblait légèrement quand elle sortit une petite boîte en métal. Dedans, un anneau d'or, simple mais usé. C'était celui de mon mari, le seul souvenir que j'ai gardé. Je veux que vous le preniez. Vendez-le, s'il le faut. Pour le bois, pour la nourriture. Marc baissa les yeux vers l'anneau, puis les releva vers elle. Gardez-le. Vous m'avez déjà donné bien plus que vous ne le croyez. Elle voulut insister. Il secoua la tête, sans colère, juste, ferme. Elle comprit, et détourna les yeux. Une larme glissa, silencieuse. La dignité n'était pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on protège. Ce matin-là, le vent soufflait plus fort. Des nuages bas pesaient sur la vallée, et même les oiseaux s'étaient tus. Marc avait passé la nuit à réfléchir, allongé sur le dos, les yeux ouverts dans l'obscurité. Pas à cause du froid, mais à cause de ce poids nouveau. Il ne s'agissait plus seulement d'héberger une femme et ses enfants. C'était devenu autre chose, une responsabilité, une vie entière à protéger. Il descendit les escaliers. Élise, assise à la table, faisait chauffer de l'eau. Elle tourna la tête en entendant ses pas, esquissa un sourire. Il n'y répondit pas tout de suite. Il prit une profonde inspiration. « Il faut qu'on parle. » Elle se figea, comme si elle s'attendait au pire. Il s'assit en face d'elle, posé, direct. « Vous n'avez aucun statut ici, aucune sécurité. Si un jour quelqu'un frappe à ma porte que je ne suis plus là, vous seriez à nouveau seul. » Elle baissa les yeux. Il continua. « Il y a une solution, pas idéale, mais efficace, administrative même. » Elle releva doucement la tête. « Si nous nous marions, légalement, alors je pourrais vous garantir un toit, des papiers, une protection. Je ne vous demande rien d'autre. » Silence. Ses mains se crispèrent sur sa tasse. « Ce n'est pas un jeu. » Il secoua lentement la tête. « Je n'ai pas oublié ce que j'ai perdu, mais je sais ce que je peux encore protéger. » Elle le regarda longtemps, comme pour vérifier qu'il ne mentait pas, qu'il n'attendait rien en retour. Il ne détourna pas les yeux. Elle souffla, presque inaudible. « D'accord, mais seulement si vous me laissez protéger quelque chose aussi. » Et pour la première fois, ils se comprirent. Ils n'avaient pas invité de monde. Pas d'orchestre, pas de fleurs, pas de robe blanche en dentelle. Juste quelques villageois, une salle municipale à moitié chauffée, et un vieux prêtre qui connaissait les hivers trop longs. Élise portait une robe crème, simple, tombant sur ses chevilles. Ses cheveux, relevés en un chignon souple, laissaient échapper quelques mèches. Elle tenait Mia contre elle, endormie, bercée par une paix nouvelle. Marc, debout à ses côtés, portait une chemise propre et une veste qu'il n'avait plus mise depuis des années. Sa main tremblait légèrement, pas par peur, mais parce qu'il n'avait jamais pensé tenir encore un jour debout dans un moment pareil. Les enfants entouraient leur mère. La petite Emma souriait timidement. Les jumeaux s'agitaient, impatients. Knox, immobile près de l'autel, portait un simple ruban blanc noué autour du cou. Le prêtre prononça des paroles sobres. Il parla de protection, de foyer reconstruit, de seconde chance. Puis, au moment des vœux, Marc se tourna vers Élise. Il parla lentement. « Je ne peux pas effacer ce qui a été, ni promettre que je saurai toujours quoi faire. Mais je peux vous promettre ceci. Vous ne serez plus jamais seul.
aucun de vous. Un silence doux s'installa. C'est alors que Mia, encore blottie contre sa mère, tendit les bras vers Marc. Elle murmura un mot, tout bas, à peine un souffle. « Papa ». Élise ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. Et dans le cœur de Marc, quelque chose d'ancien céda enfin la place à quelque chose de neuf. Pas une fin, mais un commencement. Le vent s'était calmé ce jour-là. Un de ces silences d'hiver, où même les arbres semblent retenir leur souffle. Dans la petite salle en bois près de la mairie, quelques chaises avaient été installées à la hâte. Pas de musique, pas de décoration. Seulement, les voix feutrées de ceux qui étaient venus par respect, non par obligation. Élise tenait la main d'Emma, la plus grande, tandis que Marc gardait un œil sur les jumeaux qui se chamaillaient en chuchotant. Mia dormait paisiblement, blottie contre la poitrine de sa mère, son petit bonnet tricoté glissant légèrement sur son front. Marc ne souriait pas, mais son regard était calme, pour la première fois depuis longtemps. Il portait une chemise fraîchement repassée, un pantalon un peu trop large. Il semblait légèrement maladroit dans ses habits trop formels pour un homme habitué au silence. Le prêtre parla doucement, pas de grandes phrases, seulement des mots qui portaient. Il évoqua les tempêtes, les foyers fragiles, les liens qui se tissent quand on croit tout avoir perdu. Marc prit la parole, lentement. Chaque mot était choisi, pesé. Je ne vous promets pas des réponses, mais je vous promets une présence, constante, discrète, solide. Tant que je serai debout, vous ne serez plus jamais seul. Un murmure passa dans la pièce, puis un mouvement léger. Mia leva soudain les yeux, tendit les bras vers lui et murmura d'une voix à peine audible. « Papa ». Un frisson traversa Élise. Les mains de Marc tremblèrent. Il prit l'enfant doucement, comme on prend un vœu dans ses bras. Et ce jour-là, sans bruit, il cessa d'être seul. Le temps avait fini par céder. La neige s'était retirée lentement, laissant place à une terre noire, humide, pleine de promesses. Marc creusait le sol derrière la maison, pas profondément, juste assez pour planter quelques graines. À côté de lui, les jumeaux se disputaient une pelle, pendant qu'Emma disposait des cailloux en cercle autour des jeunes pousses. Nox veillait, couché près du vieux pommier. Sa fourrure brillait sous les premiers rayons du soleil. Dans la maison, Élise cousait un ourlet à la veste de Marc. Mia jouait à ses pieds, avec un morceau de ficelle et un bouchon en bois, riant de ces choses simples qui n'ont besoin de rien d'autre que le moment. Chaque geste était ordinaire. Et pourtant, chaque geste était un miracle. Marc ne parlait toujours pas beaucoup, mais il regardait différemment. Il écoutait les rires, les disputes, les pas dans l'escalier. Il réparait, coupait du bois, nourrissait les poules, non par devoir, mais parce qu'il savait à quoi il tenait. Un après-midi, il conduisit Élise près du vieux cimetière, à l'orée de la forêt. 2 pierres, usées par les saisons. Il ne dit rien. Il se contenta de poser une main sur l'épaule de la femme qu'il avait choisie. Elle, en silence, déposa une fleur des bois au pied des tombes. Il ne fuyait plus son passé. Il le respectait et avançait. Le soir, toute la famille s'installa sur le perron. Le ciel se teinta de rose et d'or. Les enfants s'endormirent l'un après l'autre, blottis les uns contre les autres. Marc entoura Élise de son bras. Elle ne dit rien. Elle posa juste la tête contre son épaule. Et dans ce calme, tout était à sa place. Si cette histoire t'a touché, alors fais-la voyager. Partage-la, abonne-toi, et offre-la à quelqu'un qui croit encore au silence qui répare.